Alors, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue au webinaire. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Claude Dugas, titulaire d'un doctorat en kinésiologie obtenu à l'Université de Waterloo et professeur titulaire associé au département des sciences et d'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il enseignait dans les programmes de formation des enseignants en éducation physique et en santé et des spécialistes en kinésiologie dans le programme baccalauréat et à la maîtrise. Il mène des études sur différentes thématiques liées à l'adaptation des pratiques pour favoriser l'inclusion des personnes ayant un handicap ou une déficience dans le cadre des activités physiques et sportives. De plus, il s'intéresse depuis plusieurs années aux impacts des diverses formes de pédagogie nature sur le développement global des enfants. Alors, au nom des clubs 4H, mon nom est Marie-Claude Claveau, je suis accompagnée de José Lemieux, spécialiste en petite enfance. Nous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. José, je vais la laisser donner quelques consignes. Oui, pour le webinaire de ce soir, Claude va nous présenter une présentation PowerPoint. On va garder les questions pour la fin. Je vous invite, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous ne voulez pas les oublier, de tout simplement les écrire dans le petit icône en bas, questions et réponses. Donc, on pourra y répondre à la fin. Alors, et sinon, bien, écoutez, toute question à la fin, on pourra prendre le temps d'y répondre avec plaisir. C'est sûr qu'on a pensé à Claude Dugas cette année pour notre webinaire, pour faire suite à des formations qu'on offre au Club 4H qui sont la formation Attention enfants en mouvement, qui parle vraiment du développement moteur des enfants, puis aussi la formation Grandir en nature à Laval, qui parle aussi de bouger avec les enfants, mais à l'extérieur. Donc, ce que M. Dugas va nous présenter ce soir est en lien directement avec ça. Donc, je vais passer la parole à Claude. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, merci à Marie-Claude et à José pour l'invitation. Je vais tout de suite débuter mon partage d'écran. Ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc, le titre, comme vous le voyez, c'est de remettre un peu le focus sur le développement moteur des enfants, ce qui, selon moi, est un peu l'oublié du développement global quand on réfléchit au développement global des jeunes enfants là, dans la littérature, puis dans tout ce qu'on voit à la télé, puis sur les médias. Souvent, le développement moteur est un peu oublié. C'était le but de mon intervention. Donc, on va essayer ensemble ce soir là, de voir c'est quoi la psychomotricité, c'est quoi le développement moteur. J'ai choisi quelques thématiques, là, le schéma corporel, le tonus, l'équilibration, la coordination qui, je vais vous le dire tantôt, c'est comme des éléments de base quand on fabrique la motricité et qui permettent de développer d'autres habiletés. Et ensuite, on va faire état de certains constats et défis par rapport à l'inactivité des jeunes enfants, donc l'inactivité du point de vue physique, et certaines solutions, une d'elles étant le jeu, je vais vous en reparler. Puis quand on parle de jeu et d'activité physique, on parle de prise de risque et comment ça influence le développement moteur. Donc ça, c'est le plan de la soirée. Et effectivement, comme José le disait, là, je vous invite à écrire vos questions. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir échanger plus tard. Donc, je débute avec cette magnifique photo qui, pour moi, représente plusieurs éléments là, intéressants. La photo a fait ressortir plusieurs choses. D'emblée, elle fait ressortir que ces petits garçons-là, parce que bon, c'est des petits garçons, ils ont du plaisir. Ils sont enjoués dans cette activité-là. Il se passe quelque chose. Quand on regarde leur visage, il y a vraiment un intérêt. Et on voit que c'est quand même une activité un peu de poursuite, là. Il y a dans ça l'essence même de ce qu'est l'activité physique chez les jeunes enfants. Quand on parle de jeu, d'activité physique, il y a beaucoup de gens on a un peu perdu cette
cette notion de plaisir-là. Et ce soir, je voudrais la ramener puis la remettre de l'avant pour nous tous. Ce que l'on sait par rapport au développement moteur, il y a deux choses importantes. C'est que le mouvement, c'est le vrai premier langage de l'enfant. Et comme c'est son premier vrai langage, c'est à travers la motricité qu'il va développer toutes sortes de connaissances. On n'a qu'à penser à l'idée de manipuler des objets ronds. Ben, c'est le fait de les manipuler en début, d'interagir avec des objets ronds. C'est comme ça que l'enfant prend conscience de l'idée de la rondeur. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'idée d'être capable de le dessiner. Puis ensuite, c'est d'être capable de le nommer puis de le reconnaître. Mais le point de départ, c'est de vivre une expérience motrice avec des objets. Donc, je disais, il y a vraiment une très grande interaction, et elle est très complexe, là, entre la motricité chez le jeune enfant et le développement de toutes sortes d'autres composantes. Bon, l'image ou le dessin du cerveau, là, ça fait ressortir un ensemble d'éléments qu'on retrouve tous là, dans la motricité, qu'on retrouve tous dans l'idée de bouger puis d'être capable d'interagir avec son environnement, avec les objets dans son environnement. Donc, expérimenter pour le jeune enfant, c'est vraiment très, très important. C'est comme ça qu'il prend contact avec la réalité, avec sa nouvelle réalité. Et c'est aussi beaucoup comme cela que son cerveau se développe. Celle-ci, je l'ai toujours gardée là, parce que je pense qu'elle envoie un très, très bon message. Il y a plusieurs éléments. Donc, on dit qu'autour de 6 ans, là, le cerveau, c'est le moment dans tout son développement où il y a le plus grand nombre de connexions. C'est le moment où l'enfant, son cerveau, construit les grands circuits neuronaux qu'il va utiliser pour le reste de sa vie. Donc, c'est une étape là, absolument cruciale. Et ensuite, évidemment, comme il y en a beaucoup dans ce moment-là, il se produit un élagage, puis cet élagage-là va faire qu'il va bien se développer. Puis le dernier élément, ben, c'est pour rappeler aux gens qui m'écoutent ce soir, là, qui sont de mon âge, donc dans la soixantaine et plus, c'est que plus on avance dans la vie, plus il y a un élagage non naturel qui se fait, malheureusement, et qui explique qu'on se souvient moins bien, qu'on a de la difficulté à se rappeler des noms, des lieux. Ça fait partie des plaisirs de vieillir. Donc, en termes de motricité ou de psychomotricité, là, parce que c'est le terme que j'utilise, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que l'enfant, là, c'est essentiellement, quand il est tout jeune, l'image de gauche, là, il est essentiellement axé sur sa motricité. Et l'image, elle fait bien ressortir toute cette capacité que les enfants ont de bouger avec persévérance, de le faire, de répéter, d'essayer, même s'il y a des difficultés. Donc, ils le font de façon très, très soutenue. Donc, ils sont capables de répéter un très grand nombre d'activités quand ils sont plus jeunes. Autre élément qu'on voit dans les autres photos avec des garçons un peu plus vieux, c'est qu'à un moment donné, quand on a développé des habiletés beaucoup plus importantes, on essaie toutes sortes de choses. On essaie de se suspendre, on essaie de grimper. Hein? Pendant la soirée, là, je vais revenir souvent sur cette idée de grimper. Vous allez peut-être trouver ça un peu agaçant, mais pour moi, c'est un des éléments qui est un peu plus frustrant pour moi parce que dans plein de lieux d'enseignement, dans plein d'endroits,
l'idée de grimper, il y a beaucoup de restrictions sur cette action-là. Et on sait pertinemment là, que c'est une des choses que beaucoup de jeunes enfants veulent faire, aiment faire et voudraient faire. Puis on a placé, nous, beaucoup de restrictions par rapport à ça. Donc, quand ils sont plus vieux et qu'ils maîtrisent des habiletés, il y a aussi dans l'activité physique, là, dans le fait d'être un être psychomoteur, vous le voyez bien, une dépense d'énergie plus importante. Hein, physiquement, c'est des activités qui demandent plus du point de vue musculaire. Donc, j'ai choisi 4 grandes composantes que je veux vous présenter très rapidement. Il s'agit la première, c'est le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est quoi? C'est la représentation que nous avons de notre corps. Donc, c'est comment on est capable, comme jeune enfant, de reconnaître des parties de son corps et finalement de les identifier. Comment on les reconnaît? Bien, on les reconnaît à travers différentes expériences. Les expériences extéroceptives, c'est la vision, l'audition. Les expériences proprioceptives, c'est celles que nos muscles, puis les récepteurs dans nos muscles nous retournent. Donc, on a la perception de notre corps. Et les expériences nociceptives, c'est évidemment les expériences liées à la douleur, qui sont des expériences que tous les jeunes enfants et que nous tous, on vit normalement. Donc, c'est cette idée que le jeune enfant va commencer à reconnaître des portions de son corps, va commencer à les identifier et surtout va commencer à être capable de se reconnaître. Et ça, on le voit, puisque les jeunes enfants, là, à partir de 2-3 ans, sont capables de reconnaître que l'image qu'ils voient dans le miroir, c'est effectivement leur image à eux. Donc, les jeunes enfants sont les seuls à faire ça, puisque même les grands singes, les grands primates, ils sont incapables de faire ça même comme adultes. Donc, si vous placez un chimpanzé devant et que vous lui mettez devant un miroir, il va aller derrière le miroir pour voir s'il est derrière le miroir. Ce que le jeune enfant ne fait jamais, là, même à 2-3 ans. Donc, dans le schéma corporel, il y a l'idée que quand notre corps change, on s'ajuste et la représentation que l'enfant a de son corps est tout à fait correcte et elle évolue là, avec les changements dans sa morphologie. Il y a des étapes plus difficiles. Souvent à l'adolescence, quand il y a des poussées de croissance très importantes, il y a aussi une mauvaise perception du corps. Là, on voit ça souvent chez les garçons, là, quand ils ont des grandes poussées de croissance, ils ont des comportements ou des habiletés motrices qui régressent et c'est beaucoup en lien avec comment ils perçoivent leur corps dans ce changement majeur-là. Deuxième thème que vous connaissez certainement, c'est celui du tonus. J'ai dit tonus postural, mais on peut parler du tonus de base. C'est cette idée qu'on a besoin d'avoir un niveau de contraction musculaire minimal pour accomplir les tâches. Donc, on a besoin d'avoir une position qui nous permet d'être bien orienté dans l'espace, puis par rapport à la position au sol. L'autre élément avec l'idée du tonus, c'est que c'est aussi beaucoup lié au langage non verbal. Donc, l'idée de comment on est du point de vue tonique, ça devrait ou ça nous envoie un message sur comment le niveau de stress de la personne. Donc, quand je commence à parler ce soir, si j'avais la voix très haut perchée, les épaules relevées et la voix sautillante, vous auriez bien senti que j'avais un niveau de stress à cause de ce tonus-là que vous auriez remarqué. Donc, le niveau de tonus, ça parle de la motricité, mais ça parle aussi du non-verbal et de la capacité qu'on a de se concentrer et de porter attention. En lien direct avec le tonus, il y a toute l'idée
d'être capable de s'équilibrer. Qu'est-ce que ça veut dire s'équilibrer? Bien, ça veut dire être capable de tenir une posture pendant un certain temps et d'être capable de tenir cette posture-là et de maintenir un état d'équilibre. Qu'est-ce qui différencie l'idée d'être debout ou à quatre pattes? Bien, quand on est debout, on est en mesure de se déplacer vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière, relativement rapidement. Donc, on a plus de flexibilité, mais on est quand même un peu plus instable. Quand on est à quatre pattes, on est très, très stable, mais on a beaucoup moins de flexibilité ou de capacité de se déplacer. Donc, l'idée entre les différentes postures que vous voyez en bas, c'est qu'elles permettent d'être soit très stable, plutôt stable ou plutôt instable et d'être capable de commencer une action plus ou moins rapidement ou plus ou moins facilement. L'équilibre, ça fait partie de absolument toutes les tâches motrices, quelles qu'elles soient. Pensez au quotidien quand vous déplacez, quand vous êtes assis, il y a toujours cette idée que vous devez être en équilibre. Donc, que vous devez avoir un alignement de vos segments qui favorise là, une position plus confortable. Quand on pense à l'équilibre, on pense évidemment chez le jeune enfant à l'idée de l'évolution vers la station debout, qui est cette image-là. Et l'image suivante, ça va être l'idée de développer la capacité de marcher. Qu'est-ce qu'il y a dans l'idée de développer la station debout quand on regarde les images en allant de la gauche vers la droite et jusqu'à la station? Ce qu'on voit, c'est cette idée que l'enfant prend un contrôle de plus en plus important de sa capacité à contrôler son tronc et sa tête. Et une fois qu'il a bien contrôlé son tronc et sa tête, il va être capable de se lever debout avec aide. Pourquoi c'est important, puis pourquoi je voulais vous en parler? Bien, parce que ça représente deux grands principes du développement moteur chez l'enfant. Le développement moteur suit deux grands axes. Un qui va de la tête vers les pieds, puis un qui va du tronc vers les extrémités. Ces deux grands axes-là, ils sont très, très importants dans le développement moteur. Et qu'est-ce qui croise ces deux grands axes-là? Bien, c'est les grands muscles, c'est les gros muscles autour du tronc et des hanches. Des muscles très importants qui doivent se développer pour que l'enfant puisse prendre la station debout et commencer à la maintenir. Deuxième grand défi, c'est celui de se lever et de marcher. Pour une grande proportion d'enfants, presque 90%, ils vont à peu près suivre la séquence qui est là, c'est-à-dire tourner, commencer à se tenir à quatre pattes, marcher à quatre pattes et finalement aller vers la station debout. Mais il y a un certain pourcentage d'enfants qu'on voit ici qui ne vont pas suivre cette séquence-là. Ils vont en suivre une autre. Mais ils vont tous aboutir à la station puis à marcher. Marcher, là, c'est un grand défi pour l'enfant. C'est un grand défi d'équilibre, un grand défi de tonus. Qu'est-ce qui explique que des enfants marchent à 12 mois, là, qui est à peu près le moment où ils commencent, où la majorité des enfants commencent à marcher? Mais il y a une grande variabilité. Là. Ça va ça peut aller les jeunes marcheurs. Il y a des jeunes marcheurs qui commencent à 8, 10 mois, puis il y a des marcheurs tardifs à 16, 20 mois. Qu'est-ce qui explique cette grande variabilité-là? Essentiellement le tonus musculaire, le développement du tonus musculaire. Plus le jeune enfant va avoir eu des occasions de bouger, des occasions différentes de ramper dans différents environnements, il va avoir eu différentes situations, il va grimper, tirer, pousser des objets, manipuler des objets de différentes formes, différentes tailles, différents poids,
plus il va développer ses muscles posturaux. Ce développement-là va favoriser l'acquisition de la masse. Donc, pourquoi parler de tout ça? Bien, parce que ça va nous mener ultimement à d'autres habiletés. Puis là, je montre quelques exemples, quelques images de c'est quoi l'équilibre. Hein? On peut être en équilibre quand on est tout petit, à quatre pattes, on est encore en équilibre. On peut être en équilibre sur des objets plus petits. On peut être en équilibre quand on est en déplacement. Et on peut être en équilibre en nature dans toutes sortes de situations qui représentent des défis totalement différents. Mais le travail sur l'équilibre, c'est quelque chose qui devrait se faire, comme le travail sur la posture, de façon quasi quotidienne. Dernier élément, celui de la coordination. Être coordonné, ça veut dire quoi? Essentiellement, ça veut dire d'être capable d'exécuter des choses relativement rapidement, puis d'être capable d'atteindre son but, de réaliser l'action. L'image du haut, hein, c'est un grand classique, presque disparu des cours d'école, le saute-mouton. Saute-mouton, c'est quoi? Ben, hein, il y a quelqu'un qui se penche, puis on essaie de sauter par-dessus en étirant les jambes, puis en atterrissant de l'autre côté. Ben, pourquoi le saute-mouton, c'est intéressant? Ben, c'est un exercice qui demande du tonus, de l'équilibre et de la coordination. Okay? Ça demande tout ça. Et plus on essaie de le faire, plus on devient bon, plus c'est facile. Vous allez m'entendre ce soir répéter beaucoup ça, là, parler de la répétition puis de comment c'est important. Ben, c'est l'aspect peut-être le plus fondamental de trouver du temps pour être capable de répéter puis de faire des actions différentes. Autre grand élément de coordination, quand on grimpe, hein, l'escalade, où les quatre membres sont sollicités de façon différente. Puis là, j'ai d'autres exemples dans ces photos-là qui sont dans la motricité globale, hein, le saut à la corde, grimper dans les modules. Grimper dans les modules, c'est toujours intéressant. J'en ai parlé l'année dernière, je reviens un peu là-dessus. Les enfants qui grimpent dans les modules, là, ils sont tous capables de décider hein, qu'ils peuvent le faire, puis à quelle hauteur ils vont le faire, puis jusqu'où ils vont aller, puis à quel moment ils vont arrêter, puis quand ils sentent que c'est le temps de retourner vers le sol. Ben, cette capacité-là qu'ils ont de juger de leur potentiel, ben, c'est parce qu'ils ont bien développé leur schéma corporel, ils ont une bonne perception de leur corps, ils ont suffisamment de tonus, puis ils se sentent aptes à faire l'action. Être coordonné, ça veut aussi dire être coordonné dans des habiletés motrices plus fines, comme l'écriture et le fait de découper. Je vais essayer de vous convaincre ce soir-là que le développement de la motricité globale, c'est vraiment le point de départ pour ultimement arriver à la motricité fine. Hein, on a toute cette idée un peu préconçue que l'écriture, ça devrait être facile dès le moment où on arrive à l'école. C'est pas du tout lié. Hein. La capacité d'utiliser sa main pour tenir le crayon, elle va être très, très différente d'un enfant à l'autre, puis elle va beaucoup être liée, comme je le disais tantôt, à son tonus, ici, le tonus du tronc, le tonus du bras et finalement le tonus de la main et la coordination qui va avec. Donc, tout le travail de cet axe-là, là, du tronc vers la main, ça va beaucoup expliquer le développement de la calligraphie qui peut commencer autour de 3-4 ans, là, mais qui va se raffiner pendant de nombreuses années et qui, pour même plusieurs adultes, il y a beaucoup d'adultes. Moi, j'ai enseigné longtemps, là, presque 32 ans, et je demandais à mes étudiants d'écrire beaucoup, de répondre à des questions par écrit. Puis, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont une calligraphie encore assez déficiente. Là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, ce développement-là.
Donc, ces grandes habiletés, ces grands concepts psychomoteurs-là, ils mènent à quoi? Bien, ils mènent à ce qu'on appelle les habiletés motrices fondamentales. Les habiletés motrices fondamentales, c'est comme le ciment, c'est la fondation de la motricité. C'est celles qui vont faire que si elles sont développées, le plaisir qu'on va retirer dans l'activité physique risque d'être plus grand et d'être plus permanent aussi. Donc, on va avoir beaucoup plus de facilité à aimer l'activité physique si on a développé ces habiletés motrices dites fondamentales. On va les énumérer tantôt, là, mais vous aurez compris que la marche, la course, lancer, attraper, la course, j'ai dit, lancer, attraper, tout ça, c'est des habiletés motrices qu'on appelle fondamentales. Elles ont ceci de particulier, c'est pas moi qui a fait la catégorisation, là, il y a plein d'auteurs, Rigal entre autres. Quand on regarde leur stade d'acquisition à ces habiletés-là, puis là, j'ai pris celle du saut. Donc, on sautait vers l'avant. Ce que plein d'enfants aiment faire, là, puis il y a plein d'enfants maintenant qui aiment sauter aussi dans l'eau, puis dans les flaques d'eau. Moi, j'ai un petit-fils, puis j'ai constaté que ça, il aimait beaucoup ça, sauter dans les flaques d'eau, là, ça fait son bonheur. Donc, ces acquisitions-là, elles passent 3 étapes, qu'on appelle initiale, intermédiaire, finale. Pas très original comme titre, mais ça dit ce que ça dit. Dans le stade final, là, dans le stade, initial, c'est vraiment les premiers essais. C'est quand tu essaies de faire la chose, tu n'as pas la bonne position au départ. Des fois, tu sais à peine si tu décolles du sol, puis c'est à peine si tu es capable d'atterrir. Tout est compliqué, tu n'es pas bien coordonné, tu ne sais pas comment faire. C'est les premières, c'est le début. Dans le stade intermédiaire, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit surtout apparaître la coordination. Donc, l'enfant est de plus en plus coordonné et il réussit un peu plus. Il commence à décoller du sol, c'est plus évident. Et le stade final, ben, c'est vraiment ce qu'on observe chez les plus grands ou chez certains enfants, c'est-à-dire la capacité de faire un saut en se préparant, en utilisant ses bras, en se projetant puis en atterrissant parfaitement. Bien, toutes les habiletés, elles sont réparties comme ça. J'en montre une autre parce que c'est une intéressante, c'est l'idée de frapper un ballon au sol. Du point de vue moteur, là, frapper un ballon au sol, c'est super compliqué. Pourquoi c'est super compliqué? Bien, premièrement, il y a un objet que tu dois frapper. Deuxièmement, tu dois utiliser une jambe que tu ne verras pas pendant un bon bout de temps. Tout le monde voit ça, là? Hein? Quand tu essaies de frapper le ballon, ta jambe, tu ne la vois plus, là. Donc, il faut que tu aies bien développé ton schéma corporel puis que tu aies une bonne connaissance de ton corps. Tu as besoin de tonus, puis tu as besoin d'équilibre, puis de coordination pour le faire. Et là aussi, hein, quand on commence, l'enfant, il a beaucoup de difficultés. Il va même rater le ballon, pas le toucher. Ça prend du temps, ça prend de la pratique. Et pour ce qui est de la pratique, ce que je veux vous dire, c'est que certains enfants vont se rendre au stade final beaucoup plus rapidement que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent beaucoup. Récemment, j'étais en Europe et j'ai vu des petits garçons qui étaient comme ça, là, qui très jeunes avaient le stade final du coup de pied. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pratiqué beaucoup avec leur père, parce qu'ils l'ont fait souvent, parce que c'est leur sport de prédilection. Donc, l'idée de l'atteinte de cette habileté motrice-là dans son stade final, c'est beaucoup lié aussi à la pratique. Et voilà toutes ces habiletés avec les stades, en gris initial, en rouge intermédiaire, puis en vert final. Je voulais juste vous les montrer pour une chose. Prenons l'exemple de la course. Hein? Les enfants, ils commencent, ils sont capables de courir là, après qu'ils ont développé la marche, on voit ça. Ils sont capables de commencer à courir vers 2 ans, puis même avant. Mais regardez jusqu'où on nous dit que le stade final mature de la course va être
autour de 8, 9, 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que ça prend tout ce temps-là pour développer une course qui est très efficace et qui est très efficiente. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la séquence, la coordination est parfaite et que du point de vue de ta capacité à gérer ton énergie, tu es capable de le faire. C'est vrai pour à peu près toutes les habiletés, hein, ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de variabilité. Puis moi, je vais vous raconter quelque chose sur une habileté ici, hein, qui est en bas, tout en bas, la roulade avant. Hein, vous savez, pour faire une roulade avant, il faut pencher, je ne le ferai pas parce que je suis dans un bureau, mais il faut pencher sa tête, il faut placer ses mains, il faut rouler sur l'arrière de la tête, le dos, et avoir suffisamment d'élan pour se relever debout. C'est ça la roulade avant. Et moi, là, j'ai enseigné à beaucoup d'étudiants en éducation physique, hein, en de nombreuses années. Et dans les 5-10 dernières années, j'avais des étudiants, jeunes adultes, qui étaient incapables, la première fois que je leur demandais de me faire une roulade avant correctement. Donc, ils commençaient à rouler, puis là, les jambes tombaient sur le tapis, puis ils n'étaient pas capables de se relever correctement. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, je vais vous dire ce qui explique ça. Hein? Il y a plusieurs années, au Québec, on a cessé d'enseigner la gymnastique en éducation physique. Ça a disparu du curriculum complètement. Donc, les jeunes ne pratiquent plus ou pratiquent moins cette habileté-là. Et même des gens qui sont en éducation physique ne la pratiquaient pas, donc ne la réussissaient pas. C'est la même chose pour attraper un objet. Là. Moi, ma mère, elle n'avait jamais fait ça, attraper un objet. Elle était incapable de le faire, même comme adulte. Donc, toutes ces habiletés-là, on doit les développer, on doit les pratiquer. Et c'est vraiment très important. Mon dernier point sur les habiletés, c'est celui-ci. Quelle que soit l'aptitude, puis là, on va prendre une motrice, mais ça pourrait être une aptitude cognitive, apprendre des règles de français, n'importe quoi. Quand on regarde le développement de l'aptitude en fonction de l'âge, c'est jamais linéaire. La seule place que c'est linéaire, c'est dans les livres. Hein? Quand on représente le développement des enfants, on dit que ça devrait se faire de façon linéaire en suivant les âges chronologiques. Ben, c'est pas ça. C'est jamais ça. Ça n'existe pas. Et c'est excessivement variable d'un enfant à l'autre. Ça, c'est un message que je veux vous laisser ce soir, là, de ne jamais oublier comment les enfants sont différents les uns des autres. Il y en a qui vont débuter excessivement rapidement, ralentir. Il y en a qui vont débuter excessivement lentement et augmenter graduellement. Il y a des enfants qui ont vraiment moins de potentiel. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants qui ont des handicaps. Il y a des enfants qui ont moins de potentiel et que ça va prendre beaucoup plus de temps pour atteindre certaines cibles. Et ça va être beaucoup plus difficile. Mais le message que je veux vous laisser, c'est qu'ils sont tous différents, qu'ils se développent à des vitesses différentes et que c'est tout à fait normal. Et je le sais pertinemment que dans beaucoup de livres, dans beaucoup de présentations, on parle des âges, puis on parle de l'enfant qui devrait être capable de faire tel élément, telle chose à tel âge. Oui, c'est vrai, mais il y a des différences énormes d'un enfant à l'autre. Donc, le développement moteur, c'est continuel, séquentiel, et on voit des changements dans la motricité. C'est ça que vous allez observer. C'est un processus qui est continu, qui est lié à la maturité du système nerveux, qui est étroitement lié à la maturité du système nerveux et qui est très différent d'un enfant à l'autre. J'ai choisi deux exemples, hein, la manipulation d'objets et la manipulation de cuillères pour réussir à porter de la nourriture à sa bouche. C'est une habileté motrice, hein, qui demande beaucoup de coordination et qui est très différente d'un enfant à l'autre et qui ne se fait pas de la même façon d'un enfant à l'autre. Donc, ces fameuses habiletés motrices qu'on a parlé, qui sont ici, ben, elles sont comme le point de départ qui vont permettre aux enfants
de développer puis de maîtriser des activités motrices qui sont de plus en plus complexes. Et comme je le disais au début, qui vont certainement leur faciliter le plaisir qu'ils vont avoir de faire de l'activité physique, donc l'idée de maintenir des habitudes d'activité physique à long terme. Et on sait que ce développement moteur-là aide au développement cognitif, à la communication et au développement social. Communication et social, c'est très évident dans des activités motrices de groupe. Et le développement cognitif, clairement, il y a des évidences qui permettent de démontrer que ça favorise le développement cognitif. Donc ça, c'était un peu le point de départ que je voulais vous présenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de l'activité physique chez les enfants? Bien, on sait que depuis presque 20 ans, il y a toutes sortes d'organismes qui font la promotion de l'activité physique. Donc, qui parlent de cette idée que les enfants, que tout le monde, mais particulièrement les enfants et les adolescents, devraient être actifs à chaque jour. Et non seulement qu'ils devraient être actifs, mais qu'ils devraient être actifs dans des activités qu'on appelle plus intenses, donc qui demandent un niveau d'engagement du point de vue moteur beaucoup plus grand. Donc, il y a toutes sortes de données. Là. Je ne veux pas en faire la lecture parce que ce que l'on sait, c'est que c'est très difficile à respecter, puis que de plus en plus, on essaie de voir, de ne pas fixer des durées, mais d'essayer de trouver des moments, puis de changer les temps, de diminuer les temps sédentaires le plus possible. Qu'est-ce qu'on sait de l'activité physique chez les enfants de 18 mois à 5 ans, les plus petits? Bien, on sait clairement que c'est la même chose que chez l'adulte, c'est-à-dire que les comportements sédentaires versus les comportements plus actifs, tout ça est lié à la dépense énergétique. Donc, qu'est-ce que ça me coûte du point de vue de l'énergie que je vais utiliser pour faire des actions? Et quand je suis couché, j'en dépense pas beaucoup. Quand je fais du coloriage, quand je suis à table, à la table, à faire des actions relativement simples, c'est peu coûteux. Par contre, quand je cours à l'extérieur, que je cours sur des grandes distances ou des distances plus importantes, là, je dépense plus d'énergie. Qu'est-ce qu'on sait de comment les enfants bougent? On sait une chose, c'est que chez les plus petits, ils bougent de façon très intense, très soudaine, et ensuite ça s'arrête. Puis là, ça repart, c'est très intense, très soudain, puis ça s'arrête. Ce qui fait que, comme adultes, on a beaucoup l'impression que les petits, les jeunes enfants, bougent beaucoup. Ce que l'on sait maintenant, c'est que malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ne bougent pas tant que ça et ils bougent de moins en moins plus ils vont vieillir. Qu'est-ce qu'on devrait regarder comme élément pour voir comment ils ont bougé puis quelle sorte d'intensité ils ont? Bien, il y en a quelques-uns. Je pense que les plus intéressants sont certainement la couleur des joues, puis et la longueur, puis l'arrêt et la longueur des arrêts. Là, ça donne une bonne idée du niveau de fatigue, puis ça nous donne une bonne idée là, de comment ils se sont investis dans une activité. Qu'est-ce qui va faire qu'une activité va être plus intense, une activité physique va être plus intense? Bien, il y a l'idée de la distance, de la vitesse à laquelle on va parcourir cette distance-là. Il y a la pente, hein, le niveau de pente dans le terrain. Il y a le fait qu'on va sauter, grimper. Hein, ce sont des activités qui demandent plus de dépenses énergétiques et plus de capacité à faire des choses. On entend souvent dire, ben, mon enfant, il n'aime pas tant ça, c'est pas dans son tempérament, il n'aime pas bouger. Bon, ça peut être vrai, là, puis je ne dis pas que c'est pas vrai.
mais il faut être capable de trouver des façons de rendre des activités qu'on dit moins exigeantes du point de vue physique, d'essayer de leur trouver une nouvelle touche. Si on pense uniquement à l'idée de dessiner ou de colorier, ben, si on change la position et qu'on fait du coloriage debout plutôt qu'assis ou couché, qu'on fait du coloriage en se déplaçant, en déplaçant les objets, on a déjà changé la dynamique et on a déjà changé un peu comment ça va se passer. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui va faire plaisir à l'enfant, puis comment on va l'amener à apprécier ces moments-là de jeu où il se dépense physiquement un peu plus et différemment. Donc, il faut trouver ses intérêts et essayer de les maximiser. Comme je le disais, on a quand même des défis, là. Je vais passer vite, là, mais c'est peut-être des statistiques que vous connaissez, là. Bon, on dit que on est dans des petits pourcentages d'enfants qui font 60 minutes d'activité physique modérée et vigoureuse là, dans une journée. On est à des 20 là. Ça veut dire qu'il y en a 80 qui ne font pas ça. Il y en a 80 où leur temps total, quand on le mesure très systématiquement, là, ils passent un très, très grand nombre d'heures dans des activités de nature sédentaire. Ça, c'est des données canadiennes. Moi, avec une équipe de l'Université Laval, j'ai déjà fait le même genre d'études là, où on place des accéléromètres pour mesurer le temps actif puis le temps sédentaire. Puis on avait à peu près le même genre de données où il y avait beaucoup, beaucoup de temps sédentaire. Donc, il faut se remettre dans ce contexte qu'on veut vraiment favoriser des occasions de bouger, de nouvelles occasions pour essayer le plus possible de diminuer le temps sédentaire et que le temps qu'on consacre à des activités physiques, ça soit plaisant, que ce soit agréable, que les enfants ils trouvent du bonheur dans ces activités-là. Et ça va beaucoup influencer comment ils vont réagir à ces défis-là, comment ils vont par la suite essayer de trouver eux-mêmes des situations pour bouger et ils vont inventer des nouveaux jeux. Fait qu'une des solutions pour les plus jeunes enfants, puis peut-être les plus vieux aussi, là, je pense qu'on peut y réfléchir, c'est à travers le jeu. Le jeu pour l'Organisation des Nations Unies, c'est un phénomène très universel qui est vrai dans l'histoire de l'humanité. Ça a été vrai pour tout le monde, hein, les philosophes, les peintres, les poètes, tout le monde a parlé du jeu. C'est reconnu comme un droit, hein, l'importance du jeu dans la vie des jeunes, et c'est même distinct là, du droit au loisir puis des activités récréatives. Donc, il y a comme un lien fondamental au jeu. En lisant la définition de l'ONU, je suis allé voir chez les peintres, j'en ai trouvé deux, un espagnol et un néerlandais, Bruegel, celui de droite. Là. On définit cette toile-là comme étant l'encyclopédie du jeu, parce que l'artiste a représenté 200 enfants qui font 80 activités de jeux différentes. Puis à gauche, c'est un peintre espagnol. Puis je voulais vous la montrer parce que j'aimais beaucoup le petit garçon ici qui est monté sur la table, hein, puis qui essaie d'aller chercher quelque chose dans un bac en équilibre précaire, on est d'accord. Ça m'a fait penser à toute l'idée de la prise de risque. Dans la toile de Bruegel, hein, il y a de façon remarquable
le saute-mouton. Hein, la toile elle date de 1560, donc le saute-mouton existait déjà. Hein, l'idée de se tenir en équilibre précaire sur une surface pas très large. Donc, les peintres ont représenté cette idée-là du jeu chez les enfants depuis toujours. Et c'est vrai aussi chez les mammifères, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre d'animaux qui font des activités de jeu. À gauche, les loups, d'activités de poursuite. Ils pratiquent leur cardio pour ce qu'ils vont avoir à faire plus tard, c'est-à-dire chasser des proies. À droite, des macaques japonais. Et eux, c'est beaucoup l'idée de jouer avec des objets, d'interagir avec les jeunes. Ici, c'est intéressant, je n'ai déjà parlé, là, les boules de neige. Hein, le photographe, il les a filmés en train de faire des boules de neige et de voir des jeunes adultes, macaques et des vieux, rouler des grosses boules, mais il n'a jamais vu un seul singe lancer une boule de neige, ce qui semble être un privilège de la race humaine. Donc, le jeu, c'est le travail de l'enfant. C'est comme ça qu'on le définit. C'est son métier quand il commence. C'est ça qu'il aime faire. C'est ça qu'il devrait faire. J'ai choisi deux belles images en noir et blanc là, de la ville de New York, deux époques totalement différentes, où il y a toujours cette idée de partage, de plaisir dans le jeu, qui est très important. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu, je me disais, il ne doit pas y avoir grand monde qui pense à ça, mais au contraire, il y a beaucoup de gens. Ça, c'est un des premiers livres, c'est un handbook là, sur le développement du jeu. Puis j'ai choisi, par contre, la définition du jeu de Francine Ferland, qui est une ergothérapeute de formation, où elle définit le jeu comme ceci. Donc, c'est une attitude subjective où plaisir, curiosité, sens de l'humour et spontanéité se côtoient, ce qui se traduit par une conduite choisie librement et pour laquelle aucun rendement spécifique n'est attendu. Pour moi, là, il y a quelques mots importants dans ça. Il y a l'idée du plaisir, clairement. Il y a l'idée de la spontanéité et l'idée de librement, sans aucun rendement. Pourquoi ils sont importants? Bien, ils sont importants parce que ça devrait toujours être agréable de jouer. Et si c'est spontané et libre, il y a une autre chose qui ressort, c'est que l'adulte n'est pas très, très impliqué. J'ai déjà lu une citation où on disait « Le jeu, c'est quand les enfants font des choses quand les adultes ne sont pas là. » Quelque chose comme ça. Et c'est vrai du jeu de tous les enfants. Hein. Qu'est-ce qui a beaucoup changé maintenant? Bien, ce qu'on a beaucoup changé, c'est qu'on a pas mal moins de spontanéité parce qu'on est très impliqué et il y a beaucoup moins de choix ou beaucoup moins de liberté pour les enfants parce que les adultes sont très, très présents. Donc, il y a cette idée que peut-être il faut leur laisser plus d'espace. On pourra en parler tantôt, là, mais on constate même maintenant qu'il y a des jeunes enfants qui sont comme pas capables de jouer. Ils ont comme perdu cette capacité-là qu'on définit. Donc, on doit la relancer un peu. Il y en a toutes sortes de jeux, vous en connaissez. Là, j'ai beaucoup insisté sur les locomoteurs ou les activités dites motrices. Hein, mais il y a toute l'idée du jeu parallèle qu'on remarque beaucoup chez les enfants de 4-5 ans là, en CPE. Donc, ils peuvent être tous les deux en train de faire des blocs et s'ignorer totalement. C'est ça le jeu parallèle. Le jeu de faire semblant, c'est un qui est très important dans le développement social, cognitif, là, dans l'idée de se construire, de construire des choses imaginaires. C'est ça le jeu de faire semblant. Puis c'est pas facile hein, pour un adulte de faire du jeu de faire semblant. Là.
On n'a pas, ça fait longtemps qu'on est passé outre ça, là, on n'est pas capable de se placer dans l'univers qu'eux, ils ont dans leur tête. Donc, c'est leur univers à eux. Et il y a l'idée des jeux désordonnés là, sur lesquels je vais revenir tantôt. Ah, celle-là, je me pose encore la question ce matin si je la gardais ou pas. Ben, je vais faire vite, là. C'est toute cette idée hein, qu'il y a une zone qu'on appelle la zone de délicieuse incertitude ou de difficulté optimale. Moi, j'aime mieux délicieuse incertitude. Qu'est-ce que c'est? Ben, dépendamment de la tâche et de son niveau de difficulté, ça peut aller de très faible à très difficile, une tâche, et l'habileté de celui qui essaie de la faire. Donc, il peut avoir peu d'habileté et beaucoup, beaucoup d'habileté. Mais quel que soit son niveau d'habileté, puis il y a une grande zone où c'est amusant, que c'est plaisant parce qu'il y a des défis. C'est juste ça que ça dit. Puis ce qu'on constate, là, ou ce qu'on constatait il y a quelques années chez la majorité des enfants, c'est qu'ils étaient tous capables de se retrouver dans cette zone-là. Moi, j'ai observé souvent des enfants jouer au hockey dans la rue chez moi, là. Parce que dans mon quartier, on permet ça. Là. Il y a personne qui appelle la police pour dire que les enfants jouent dans la rue. Et ce qui est remarquable, là, quand les enfants jouent au hockey tout seuls dans la rue, c'est qu'ils sont dans cette zone-là. Ils sont capables de former des équipes, de décider qu'il y a deux règles, puis que les deux règles, elles vont évoluer dans le temps, puis elles vont changer à mesure que le match progresse, et ils vont être dans cette zone-là tout le temps. Puis nous, comme adultes, quand on veut faire des activités, il faut juste faire attention de ne pas les faire trop difficiles, puis ou pas de les faire trop faciles, parce que là, vous allez vous retrouver dans deux zones où c'est pas plaisant, c'est-à-dire que c'est inquiétant, c'est anxiogène, ou c'est terriblement ennuyant. Moi, mes étudiants en éducation physique, là, dans les premières, quand ils débutent au bac, là, puis qu'on les amène à réfléchir sur des activités, je peux vous dire que leur grand défi, c'est qu'ils se retrouvaient ici. C'est-à-dire que les activités qu'ils planifiaient, elles étaient beaucoup trop faciles, pas assez de défis, elles étaient ennuyeuses. Et quand ils devaient les présenter à des enfants, la rétroaction est immédiate quand un groupe de 8 enfants s'arrête et ne veut plus rien faire. Tu as un message très clair sur le fait que tu n'as pas très bien planifié. Donc, est-ce qu'ils bougent souvent, les enfants? Oui, ils bougent souvent. Est-ce qu'ils ont des activités où ils peuvent le faire? Oui. Ça, c'est des exemples, là, hein, des exemples en gymnase, des exemples à l'extérieur. Vous remarquez que les exemples à l'extérieur, c'est des choses relativement simples. Qu'est-ce qui a fait que les enfants s'intéressent? Ben, c'est qu'ils sont en groupe, qu'ils décident de s'offrir eux-mêmes des défis ou que le lieu physique offre lui aussi des défis intéressants. Dans le jeu, celle-là, je l'ai présenté, là, mais je reviens juste vite, là. Il y a cette idée que tous les enfants aiment prendre des risques. Ça fait quasiment partie de leur ADN. OK? Même à un très jeune âge, là, ils vont vouloir prendre des risques. C'est en lien avec leur développement moteur. Ça va de soi. Cette image-là, là, c'est une image que j'ai depuis je ne sais pas combien d'années, je ne l'ai jamais changée, je l'ai gardée. Pourquoi je l'ai gardée? Parce que la position du petit garçon, là, son non-verbal, tout dans sa position nous dit qu'il y a une intention de sauter. Tu sais, c'est 2 blocs de béton, hein, séparés. Est-ce qu'il a réussi? Je ne sais pas, c'est une photo. Mais l'idée de la prise de risque, c'est qu'elle fait partie intégrante du développement moteur, cognitif, social de l'enfant. Où en est-on avec le risque maintenant?
Bien, je vous dirais que dépendamment des sociétés, dépendamment des cultures, on est à quelque part sur cette ligne-là, là, sur la ligne ici. Là. OK? Je dirais que le risque zéro, il n'existe pas. C'est impossible, à moins d'être totalement sédentaire puis de jamais rien faire. Le risque zéro, c'est comme c'est impossible. Mais il y a des gens qui souhaitent ça. Là. Dans d'autres sociétés, on permet beaucoup de choses. On permet de grimper, puis de grimper haut, puis de faire plein de choses. Puis peut-être qu'au Québec, là, on est plus dans cette idée de trouver un juste équilibre entre liberté et sécurité. Je ne sais pas trop où on en est, mais on essaie de trouver ça. Mais si notre point de départ, c'est le risque zéro, là, la discussion n'est pas facile. Honnêtement, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut que les gens acceptent l'idée d'un certain compromis dans le risque. Est-ce que c'est connu, défini? Oui, il y a des auteurs américains. Moi, j'ai choisi quelqu'un de Finlande, je crois, là, qui définit le risque. Bien, le risque, c'est quoi? C'est quand on va vite, quand on va en hauteur, grimper encore, quand on utilise des outils qui sont plus dangereux, marteau, ciseaux, etc. Quand on utilise le feu, quand on est dans l'idée des jeux ludiques ou de bataille, j'y reviens tantôt, puis quand on a la possibilité de s'éloigner sans qu'un adulte nous surveille constamment, c'est comme ça qu'on définit les jeux risqués. Dans la définition du risque, évidemment, hein, il y a des éléments de base. Là. Il ne faut pas qu'il y ait de danger de blessure, mais il peut y avoir beaucoup de défis. Hein. Ça ici, là, c'est, je ne sais pas si tout le monde la voit, là, mais la sortie de ce tunnel-là, là, les enfants, ils partent d'en haut. Là. Et je peux vous dire qu'ils sortent à bonne vitesse parce que je les ai vus sortir. C'est un parc à Lyon. Là. Ils sortent rapidement. C'est vraiment assez rapide. C'est surprenant. Évidemment que j'ai choisi un exemple extrême. Hein. Risque, ça ne veut pas dire négligence, ça ne veut pas dire insouciance. Il ne faut pas promouvoir les risques inutiles. Ce n'est pas ça la prise de risque. La prise de risque, c'est autre chose. José m'avait demandé de parler un tout petit peu du climat. J'ai gardé une. On sait une chose sur le climat. Hein? Puis, il n'y a pas juste Timmins, il y a plein d'autres mondes. On sait que les conditions climatiques peuvent devenir une barrière excessivement importante à la pratique d'activité physique, particulièrement chez les enfants du préscolaire et du primaire. Qu'est-ce que c'est que des changements climatiques extrêmes? Ben, je n'ai pas besoin de vous faire une longue dissertation sur le climat québécois. Vous le connaissez comme moi. On est dans la fourchette des pays là, où les différences de climat sont les plus importantes. On a de la pluie, de la grêle, du verglas, du vent, de la chaleur. On a tout ça mélangé des fois dans la même journée. J'exagère, c'est pas vrai. Est-ce qu'on devrait continuer, puis là, c'est vraiment un peu une boutade, là, mais tu sais, est-ce qu'on continue d'annuler l'Halloween quand il pleut trop fort puis qu'il vente trop fort? Pas sûr que c'est une bonne idée. Je suis pas sûr que socialement, on envoie le bon message. Mes amis experts des activités de plein air disent qu'il n'y a jamais de mauvais climat, il y a juste des mauvais vêtements. Bon, eux, c'est parce que c'est des experts et ils ont tout le temps les bons vêtements. Mais en même temps, je pense qu'on a institutionnalisé au Québec la peur du froid, de la pluie, de l'eau. J'ai toutes sortes d'exemples que j'ai retrouvés dans la littérature, des commissions scolaires qui empêchent les enfants de sortir parce qu'il y a trop de glace dans la cour d'école, qui les forcent à marcher à quatre pattes parce qu'il y a de la glace dans la cour d'école. Et là, on
on est presque dans les mesures extrêmes, quasi pour moi ridicules. Je pense que tout jeune Québécois est capable de marcher sur la neige puis la glace. Les commissions scolaires, ils engagent des compagnies pour pousser la neige, faire des buttes de neige. Puis, les gens qui surveillent les cours d'école, on les oblige à empêcher les enfants d'aller dans les buttes de neige puis de s'amuser. C'est quasi un combat perdu. Là. Tous les enfants veulent grimper là, c'est naturel. Fait que pour ce qui est de cette idée des conditions climatiques, je pense qu'il faut apprendre à se dire est-ce que la pluie, ça devrait tout le temps nous empêcher de sortir? Je ne pense pas. Moi, je vais te donner mon âge, j'ai 65 ans. Et quand j'étais au primaire, là, je pense que j'ai besoin d'une seule main pour compter les moments où les récréations ont été annulées ou où on n'est pas allé à l'extérieur. Donc, on allait tout le temps à l'extérieur. Moi, j'ai travaillé avec une commission scolaire où on a commencé à répertorier les moments où on avait annulé les récréations et c'était absolument phénoménal, les chiffres, là. Et pour toutes sortes de raisons reliées au climat. Donc, je pense qu'il faut repenser notre lien avec le climat. Mon avant-dernier point, c'est celui sur les jeux de bataille ou jeux ludiques turbulents, là, si on ne veut pas appeler ça des jeux de bataille. Les jeux de bataille, c'est une vieille étude dans les années 50, encore une fois, avec des petits singes rhésus. Les gens les ont observés, puis ce qu'ils ont observé, c'est que les singes, ils se pourchassaient, ils se culbutaient, ils se battaient pour apprendre à développer des habiletés motrices absolument fondamentales. Est-ce que ça existe chez les enfants? C'est sûr que ça existe. Ça a toujours existé. C'est présent depuis toujours. Là, j'ai choisi des photos, hein, vous les voyez. Ça a l'air super agréable. Il n'y a personne qui sent en hors de contrôle ou en attaque ou attaquer ou pas être capable de se défendre. Ici, un grand classique là, avec les nouilles de piscine. J'ai choisi, par contre, d'aller voir ce qu'on en disait. Dans l'Intergrandir, c'est intéressant. On compare les jeux de bataille aux véritables bagarres. Puis là, c'est toute cette idée là, que si c'est des jeux de bataille, il y a le sourire, il y a l'idée de compromis, donc de laisser gagner l'autre, il y a la position des mains ouvertes toujours. Les enfants continuent à jouer après. Par contre, dans la véritable bagarre, c'est totalement le contraire. Donc, il y a l'idée que quelqu'un veut s'imposer. C'est moi qui ai dû toucher à quelque chose. Oui, c'est moi. Excusez. Donc, dans la véritable bagarre, c'est le contraire. Il y a les poings fermés, il y a quelqu'un qui veut s'imposer. Et j'ai aussi trouvé les constats de M. Daniel Paquette, qui est prof en psychoéducation à l'Université de Montréal, mais qui, lui, a travaillé sur la violence et sur cette idée. Et il fait ressortir des choses vraiment intéressantes, particulièrement dans l'idée là que ça arrive très, très peu souvent que les batailles amicales vont dégénérer en vraies bagarres. Donc, pour lui, là, c'est très, 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 très peu probable. Ça peut arriver. Et il constate aussi là, que les enfants qui se chamaillent beaucoup sont souvent ceux qui ont les meilleurs liens. Et dans son mémoire qu'il a déposé, il voulait aussi un peu démystifier l'idée de la violence en lien avec ce qu'on appelle les jeux de bataille. Donc, je pense on les a un peu, on leur a donné une dimension comme si c'était toujours de la violence, quand dans le fond, ce que M. Paquette dit, c'est que ça n'en est pas, puis que ça arrive très, très peu souvent. Donc, ça permet aux enfants de
de mieux se connaître, de faire des apprentissages importants sur c'est quoi leurs limites, c'est quoi leurs limites de leurs amis, et surtout de ne pas se blesser, puis de vraiment interagir positivement avec, avec leurs collègues. C'est quoi l'autre option pour favoriser le jeu? Ben, je ne vais pas en parler beaucoup parce que vous allez avoir un autre invité, là, mais il y a clairement l'idée d'exploiter le milieu extérieur de toutes sortes de façons, que ce soit dans un parc tout simple, dans les arbres, ou avec des défis plus importants dans la boue. Mais ce que l'on sait de cette littérature-là, hein, c'est que plus on va permettre aux enfants et aux jeunes adultes même d'être à l'extérieur, plus ils vont être actifs, plus on va augmenter leur niveau d'activité physique et potentiellement pérenniser leur pratique et le plaisir qu'ils vont éprouver à être à l'extérieur. J'ai choisi celle-ci qui est d'un groupe ici en Mauricie, là, où ils amènent les enfants dans différents parcs. Puis là, c'était dans un parc avec un ruisseau, puis on fournissait aux enfants des vêtements appropriés et tous les enfants, ils sont intéressés par l'eau, là, ça les attire, c'est naturel. C'est intéressant. Ici, on voit le petit garçon qui marche sur un bloc, là, puis il est dans son monde, mais il fait de l'équilibre. C'est ça qu'il fait. Là. La petite fille, c'est pareil sur ce bois-là. Là. Il y a quelque chose dans ce milieu naturel-là qui amène les enfants à eux-mêmes trouver des défis puis à les réaliser. Puis, quand on regarde les autres, puis je veux pas. C'est vrai que c'est talent, là, parce que souvent dans ce qu'on présente, la Finlande, puis tous les pays nordiques reviennent, mais il y a quelque chose de très intéressant avec la Finlande, parce que ça fait longtemps qu'ils le font. C'est quand chaque période en classe, ils vont c'est 75 minutes, c'est ça? Je ne me souviens même pas. Ouais. Ils vont s'habiller et aller jouer dehors. Donc, vous pouvez compter ça comme vous voulez. Ils passent moins de temps en classe. Hein? Donc, comme ils vont plus souvent dehors, ils font plus d'activités, ils sont moins longtemps en classe. Ce que l'on sait, c'est que les élèves finlandais obtiennent des très bons scores au test PISA, là, qui est un test normalisé que plein de pays passent. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir les scores de tous les pays. Là. Dans les années 2000, les Finlandais étaient 2e, 3e, 4e mondial. Moi, je suis allé chercher ceux de 98. Là, ils étaient 7e en sciences et en lecture et 16e en mathématiques. En vous rappelant qu'ils sont moins longtemps en classe et plus longtemps dehors dans des activités de jeu puis dans des choses qu'ils peuvent faire, que les enfants choisissent de faire. Quand on regarde une recension de la littérature sur l'association entre l'activité physique, la quantité d'activité physique et les performances au niveau académique, on n'a pas d'inquiétude à avoir parce que la majorité des études soit ont des résultats positifs, c'est-à-dire comme les Finlandais, donc ils ne sont pas moins bons, ou il n'y a pas de différence, ou il y a un très, très petit pourcentage où il y a un effet négatif. Donc, plus de jeux, plus d'activités physiques, plus de possibilités de faire des activités physiques, plus souvent, c'est certainement des éléments sur lesquels on devrait réfléchir tous ensemble et faire des pressions sur différents milieux, qu'ils soient préscolaires, scolaires, associatifs, les milieux, nos municipalités, comment on construit les parcs, comment on remodèle les parcs, tout ça, on devrait être porté à favoriser la pratique d'activités physiques et de jeux le plus possible.
Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis on va avoir du temps pour répondre aux questions. J'arrête le partage. Je vais prendre une gorgée d'eau maintenant. Bien, merci beaucoup, Claude. Très apprécié, très intéressant comme d'habitude. Je vais aller voir les questions. Annick qui demandait des références pour une étude, mais je pense qu'elle a précisé ensuite de quelle étude il s'agissait. Est-ce qu'il y a des études récentes suite à la pandémie de COVID 2019 sur le niveau d'activité physique des enfants québécois en service de garde éducatif versus avant la pandémie? Parce que je sais que… Ouais, en service de garde, il faudrait que je vérifie. Il y en a globalement là, sur le niveau d'activité physique des enfants pré- et post-pandémie, spécifiquement pour les enfants en service de garde. Ben, c'est comment c'est, Annick? Annick Guibault. Oui, ben Annick, elle n'a qu'à m'écrire, puis moi, je vais fouiller, puis je vais lui retourner des choses si j'en trouve. OK. Mais je sais qu'il y a des études pré- et post-pandémie, et malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est encore plus de sédentarité post-pandémie. Vraiment plus. Malheureusement. Annick, est-ce que par rapport à ta première question, la référence pour cette étude très intéressante, est-ce que tu peux nous spécifier c'était quelle étude dont tu parlais à 7h44? À 7h44, ça va être difficile. 7h44. Et Annick nous a posé une question. Mais je ne sais pas à ce moment-là de quelle étude tu parlais. L'étude sur le nombre de minutes dans un service de garde éducatif. Ah, c'est sûr, c'est mon étude à moi. Ben ça, je peux lui retourner, je peux lui envoyer sans problème. Oui, c'est sur le site de Attention Enfants en Mouvement. Quand on donne la formation, tu as fait une c'est cette étude-là. Avec le QCPE ou si je me oui, trompe c'est celle-là. Oui. Oui. Mais je peux lui envoyer, là, c'est pas un problème. OK. Pour le moment, c'est les questions que j'ai. C'est toujours un petit peu. Non, c'est comme si je… Claudiane, serait-il possible d'avoir l'adresse courriel à laquelle nous pouvons vous rejoindre pour nos questions? Oui, oui. Oui. Alors, donc, votre adresse, oui. Je vous laisse la dire. Je vais la dire. Oui. C'est claude.dugas à commercial uqtr.ca. Comme je fais ma retraite, je ne réponds pas immédiatement. C'est bon. Bien, merci d'être disponible. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Attendre une petite minute. Gênez-vous pas, profitez de Claude pendant qu'il est là. Il sort de sa pré-retraite pour… Les poupons. Ça, j'en ai pas personnellement, là. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas du tout même. C'est pas une littérature que malheureusement je ne connais pas, non. Non. Avez-vous des études sur les poupons? Ouais, non, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Ouais. C'est plus rare. Ouais. Non. Oui, ça c'était dans le chat. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Oui, oui. Parfait. Oui, Nathalie aussi, Dufort. Oui. Bien, écoutez, je pense qu'on a répondu. C'est parfait. Mais j'invite les gens, là, s'ils ont des questions, ils peuvent m'écrire, ce n'est pas un problème. Là, ça va me faire plaisir de répondre. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup à tout le monde qui a participé à notre webinaire. Le webinaire est enregistré. Il va être disponible sur le site de Grandir en nature à Laval.
avec celui de l'année passée. Il va être aussi sur la chaîne YouTube des clubs 4H du Québec. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités pour réécouter ce beau webinaire-là. Bien, merci beaucoup, Claude. Merci tout Merci le à vous. monde. Bye.